Bonjour chères étudiantes et chers étudiants. Donc nous nous étions arrêtés au moment où j'avais communiqué le résumé du conte Pierre Lafèvre, étudié par Clément Legarré. Nous allons donc travailler la structure narrative à partir de ce résumé. Il y a deux possibilités. On peut évidemment se servir de Vladimir Prop. Que fait Vladimir Prop? Il prend des dizaines et des dizaines de contes et il cherche à découvrir une structure syntagmatique commune à l'ensemble de ces contes pour arriver à une structure justement commune qui va être comme un squelette à partir duquel on peut revenir à ces contes et où on étudie l'enchaînement des actions et les agents d'action qui sont liés à ces actions-là. Mais évidemment, on ne va pas prendre Vladimir Prop. Nous allons prendre plutôt Greimas. Greimas a la démarche inverse. Il prend un seul conte, il va essayer de déterminer quelle est la structure sémantique profonde du conte, et à partir de cette structure sémantique, il va établir des paliers, grâce à son métalangage particulier, établir des paliers qui permettent de générer des quantités de comptes à partir de cette structure unitaire profonde. Alors évidemment, il faut retenir quand même un certain nombre de choses. Il faut retenir le fait que, comme on l'a dit dans le cours précédent, une structure narrative, c'est ce qui permet le transfert d'un contenu de départ, c'est-à-dire d'une sémantique de départ, à une sémantique ou à un contenu d'arrivée par l'intermédiaire d'une transformation. Autrement dit, une structure narrative, même si elle met en scène un petit théâtre où il y a des actions et des agents d'action qui font un certain nombre de choses, le but fondamental de toute structure narrative est de transmettre aux auditeurs ou aux lecteurs des contenus sémantiques par l'intermédiaire de ces agents d'action et de ces actions. Autrement dit, c'est un peu une structure, je dirais, ludique, pédagogique, qui permet de diffuser des systèmes de valeurs et des thématiques ou des contenus importants pour une société particulière. Bien, alors évidemment, il faut voir aussi qu'un résumé d'un texte n'est quand même pas innocent et que le résumé, c'est déjà de produire des significations, d'éliminer un certain nombre d'éléments pour arriver à ce qui est le plus proche de la structure narrative, c'est-à-dire action et agent d'action. On remarque que dans un résumé, on supprime généralement les interventions d'auteur, souvent les retours en arrière, souvent toutes sortes de détails, même au niveau des actions, c'est-à-dire tout ce qui fait partie, je dirais, de la structure avant tout discursive plutôt que narrative, c'est-à-dire tout ce qui dépend d'une construction pour communiquer d'une manière ou d'une autre la structure narrative, retour en arrière, prévision, précision de toutes sortes de détails, description, etc. Tout cela est supprimé du résumé. Donc on est assez proche en fait des actions principales et des agents d'action qui sont liés à ces actions principales dans un résumé. Donc nous allons travailler à partir la structure narrative à partir du résumé qui est fourni. Alors quelle est la situation fondamentale à laquelle sont confrontés Pierre Lafèvre et sa mère? Eh bien, on peut dire que la situation fondamentale, c'est ce qui concerne richesse et pauvreté. Donc, nous allons étudier ces contenus selon, du point de vue de la structure narrative, selon deux aspects, une sémantique fondamentale, richesse, pauvreté,
une syntaxe fondamentale qui va être représentée par un carré sémiotique que je vais vous montrer dans quelques secondes, une sémantique narrative de surface qui va être représentée sous la forme de ce qu'on va appeler un schéma actantiel, et une syntaxe narrative de surface dont on va préciser les modalités plus tard. Donc il y a 4 éléments: sémantique fondamentale, syntaxe fondamentale, sémantique de surface, syntaxe de surface, qui constituent le parcours qui va permettre, à partir de la sémantique fondamentale, d'établir des paliers qui vont permettre de générer un ensemble de récits qui vont être reliés à cette sémantique fondamentale, c'est-à-dire à la diffusion d'un contenu où on passe de la pauvreté à la richesse, et on sait très bien que dans le monde, il y a des millions de récits qui nous présentent une telle situation où des agents passent de la pauvreté à la richesse. Bien, alors, donc on a notre sémantique fondamentale, richesse, pauvreté, et cette sémantique fondamentale va être placée sur la syntaxe fondamentale qui, chez Greimas, est représentée par ce qu'il appelle le carré sémiotique et que je vous montre pour le moment, où l'on voit S1 richesse, S2 pauvreté, non S1 non richesse, non S2 non pauvreté. Alors vous voyez que cette sémantique fondamentale richesse-pauvreté est déjà structurée par des éléments simples, des axes contraires, richesse-pauvreté, et des axes contradictoires, pauvreté-non-pauvreté, richesse-non-richesse. Alors, richesse-pauvreté, on sait ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que la non-pauvreté? Bien, ça peut être quelqu'un qui n'est pas intéressé par la richesse et qui va se consacrer à une forme d'intérêt sportif, intellectuel, une forme d'ascétisme, etc. Qu'est-ce que c'est que la non-richesse, par exemple? Ça peut être quelqu'un qui se trouve dans la classe moyenne, etc., etc., qui n'est ni riche ni pauvre, c'est-à-dire la majorité de la population des démocraties occidentales. Bien, ce sont évidemment uniquement quelques exemples. Deuxièmement, quand on fait l'étude d'une structure narrative, on va considérer des modalités qui se couplent à cette sémantique profonde qui, dans notre cas, est richesse-pauvreté. Ces modalités se définissent soit par le pouvoir, le savoir, le vouloir, par exemple. Donc, nous allons classifier ces modalités de la même manière qui font partie de la sémantique profonde en fonction d'une syntaxe narrative profonde selon le carré sémiotique. Et je vous présente le deuxième schéma qui va représenter pouvoir être, S1, pouvoir ne pas être, S1, S2, ne pas pouvoir être, non S1, ne pas pouvoir ne pas être, non S2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le pouvoir être, c'est la possibilité. Le pouvoir ne pas être, S2, c'est la contingence. Ne pas pouvoir ne pas être, c'est non S2, c'est la nécessité. Et ne pas pouvoir être, non S1, c'est l'impossibilité. Et on a déterminé là aussi, à partir de la lecture du texte et à partir du résumé, que la modalité qui correspond le mieux à la situation de Pierre et de sa mère, c'est avant tout le pouvoir être riche, parce qu'à la fin, il devient riche. Donc nous allons finalement, à partir de cette sémantique profonde, richesse-pauvreté et la modalité du pouvoir,
articuler finalement la syntaxe narrative profonde sur un carré sémiotique, qui va être le troisième carré sémiotique que je propose là, qui va être S1, pouvoir être riche, S2, pouvoir ne pas être riche, non S2, ne pas pouvoir ne pas être riche, et non S1, ne pas pouvoir être riche. Je vous montre rapidement ce schéma ici, et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien évidemment, on peut thématiser cette sémantique profonde et cette syntaxe profonde. On peut la thématiser pour mieux comprendre. Pouvoir être riche, qu'est-ce que c'est? C'est finalement réussir à être riche, accumuler du capital. Pouvoir ne pas être riche, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire choisir par exemple une vie d'artiste, une vie de drop-out, une vie d'ascète, une vie comme Jane Goodall par exemple, qui a décidé de s'occuper des singes et des orang-outans plutôt que de faire une carrière rémunératrice. Ne pas pouvoir être riche, ben on sait ce que c'est la majeure partie de la population de la planète. Tous ceux qui essayent de s'en sortir et qui n'y arriveront jamais, donc des ouvriers, des paysans, etc., etc. Tous les gens que l'on trouve dans Zola, par exemple. Ne pas pouvoir ne pas être riche, ben ça veut dire que l'on fasse quoi que ce soit, on devient riche. Alors vous avez des exemples de nos jours de Mark Zuckerberg ou Bill Gates, ou etc., qui ont inventé quelque chose, et puis cette affaire a grossi exponentiellement, et ils ne peuvent pas faire autrement que d'être riches, parce que l'argent rentre tous les jours. C'est un peu ce qui se passe dans un conte comme L'Enfant au doigt d'or, ou c'est un peu ce qui se passe aussi dans le conte Pierre Lafèvre, où à la fin, ils ne peuvent pas faire autrement que de ne pas être riches. Bien. Donc, maintenant, nous allons explorer le parcours syntagmatique, c'est-à-dire l'enchaînement qui se manifeste sur ce carré sémiotique. Et pour terminer, on va souligner que la situation initiale de la syntaxe fondamentale de Pierre Lafèvre, c'est ne pas pouvoir être riche, non essaim. Il monte au ciel, essaim, pouvoir être riche. Il se fait voler les objets magiques, non essaim, ne pas pouvoir être riche. La pierre, donc. Il remonte au ciel, essaim, pouvoir être riche. Il redescend du ciel, il se fait voler le cheval, ne pas pouvoir être riche. Il remonte au ciel, essaim, pouvoir être riche. Et là, il y a un changement. Il obtient le bourdon et le bâton. Et ce qui cause le fait qu'il récupère la pierre qui donne la nourriture et le cheval qui donne l'argent. Il ne peut pas faire autrement que de ne pas pouvoir ne pas être riche. Et à la fin, la situation transformée, c'est non S2, ne pas pouvoir ne pas être riche. Donc le parcours de la syntaxe fondamentale de Pierre Lafèvre, c'est de passer de non essaim, pauvreté, à cette série essaim, non essaim, essaim, non essaim, essaim, non S2, et à la fin non S2. Donc on passe finalement de non essaim, ne pas pouvoir être riche, à non S2, ne pas pouvoir ne pas être riche. Ça donc, autrement dit, vous avez à la fois la syntaxe fondamentale et la sémantique fondamentale, qui, je vous le rappelle, est constituée de pauvreté, richesse et pouvoir. Donc nous allons nous arrêter là. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire par courriel et nous reprendrons avec une autre capsule dans un certain temps. Je vous remercie.